enfin, je prenais beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à pouvoir faire danser des gens. Quand j'étais sur la scène avec ma sœur, c'était vraiment une extase, une passion folle, quoi. Et le lendemain, je me faisais défoncer la gueule au collège, quoi. Donc c'était vraiment un contraste extrêmement énorme entre le paradis et l'enfer, quoi. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Le clap, c'est bon. Bonjour Fonchek, Salut! enchanté. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Harmony Stories. Je suis Bah non, merci beaucoup à Aboubakrlo. toi, c'est très agréable. Merci pour l'invitation. Yes, je me présente Aboubakrlo et je te laisse toi te présenter à notre audience avant de commencer cette entrevue. Yes, bah écoutez, salut à toutes et à tous qui nous regardez ou qui nous écoutez. Je m'appelle Enguerrand. J'évolue dans la musique sous le nom de Fontiac. Voilà, Fontiac, c'est un projet que je développe depuis 5-6 ans. Et c'est le deuxième opus de ma vie dans l'industrie musicale, on va dire. J'ai commencé déjà à l'âge de 6 ans le conservatoire pour faire du violon. Et ensuite, j'en ai fait du coup pendant 11 ans jusqu'à mes 17 ans. Et ensuite, j'ai fait de la musique avec ma sœur. On avait un duo d'électro-rock qui s'appelait Carbon Airways. Et du coup, on a eu la chance que ce projet marche assez bien. Enfin, on faisait de la musique très électro-rock un peu vénère. Donc, les gens, quand ils voyaient des mômes de 13-14 ans jouer de la musique rock comme ça, ils se disaient c'est what the fuck, c'est quoi ces mômes? Ouais. Donc, on a eu la chance que ça attire un petit peu les yeux des gens. Et on a eu la chance de vivre aussi une expérience là-dedans, de pouvoir voyager dans différents pays, jouer dans différents festivals. C'est complet. Tu parles de ton enfance, d'une enfance musicale. Comment elle se passe et où géographiquement de tes premiers souvenirs? Alors moi, je suis né à Lyon de base, et ensuite j'ai plus vécu en Franche-Comté, vers Besançon, Dijon. D'accord. Et du coup, là, j'étais au conservatoire de Besançon à l'époque. Et comment ça se passe cette première entrée dans la musique et cette arrivée au conservatoire? C'est parce que tu chantais beaucoup à la maison ou c'est parce qu'on a essayé de te déclencher une passion, comme on dit, je vais mettre mon fils au foot, je vais mettre mon fils à la natation? Alors j'ai testé le foot quand j'étais gosse aussi, ouais. Qui n'a pas testé le foot? Je crois que 80% des gars ont le testé. Et non, en fait, je pense que mes parents, ils ont vraiment eu cette vision de vouloir tirer des ficelles à leurs enfants dès le plus jeune âge. Moi, je voulais à la base faire de la batterie. Et quand j'ai vu qu'il fallait que je passe 5 ans sur un espèce de petit tambour seulement à faire des rythmiques, je fais genre, fuck, Non. je vais pas faire ça. J'ai envie vraiment d'avoir la masse, le vrai instrument, quoi. Donc j'ai abandonné ce truc-là, même si j'avais des bons résultats. Et ensuite, il y avait le piano. Et c'est quand j'ai fait l'audition du violon à l'entrée du conservatoire que le mec a dit, OK, cet enfant est fait pour le violon. Donc j'en ai fait après pendant 11 ans et je garde de super souvenirs. J'ai eu une super prof à mes débuts et voilà. Et tu parlais tout à l'heure de l'école. Comment elle se passe ton expérience du coup à l'école? Quel rapport avais-tu avec l'école à ce jeune âge-là, à 6 10 ans? Moi, ça a toujours été un enfer l'école, que ce soit en primaire, collège, c'était vraiment un enfer. Moi, j'ai vraiment subi le harcèlement scolaire, mais aigu. On m'a vraiment frappé, craché dessus. Je me suis retrouvé la tête sur un trottoir et tout. C'était pas très très drôle. Au Wow. primaire, ça allait, quoi. C'était plus des petites bagarres, etc. Mais au collège, c'était vraiment vénère. En fait, j'ai eu un CM2 qui s'est mal passé. Je déménageais beaucoup quand j'étais gosse. Et du coup, je me suis retrouvé dans plein d'écoles différentes. Et quand je suis arrivé en CM2, c'était ma première année dans un nouveau village. Et quand j'ai vu que j'allais dans le même collège que l'école primaire d'où je venais en CM2, bah là, j'ai vu tous les gens venir aussi du CM2 en 6e. Et là, je savais que pour encore 4 ans, j'allais avoir un enfer. Donc c'était très perturbant. Mais à la fois, je faisais du hockey sur glace à ce moment-là. Euh, et je commençais à faire de la musique électro avec ma sœur vers les 12 ans et demi. Et du coup, j'ai pu trouver un exutoire par rapport à ce harcèlement scolaire. Il y a plein de fois où je me cachais dans l'infirmerie pour éviter de passer mes récréations tout seul sur le préau. Après, je suis assez reconnaissant d'avoir pris assez de recul, d'avoir formé mon regard un peu analytique sur les gens, sur le monde qu'il y avait autour de moi. Parce que la récréation, c'est beaucoup ça. Tu as tellement de culture, d'éducation, de physique complètement différent que quand tu es tout seul, tu remines dans ta tête et tu essaies de mieux comprendre les choses. Et
coup, c'est à travers ça que je me suis créé un peu mon introspection à ce jeune âge-là. Et voilà. Donc, en fait, ce qui était assez drôle, c'est que dans le village dans lequel j'étais, ils n'étaient pas du tout au courant de ce que je faisais en musique. Donc, à la fois, je commençais à faire des festivals aux États-Unis. Mon stage de troisième, tu vois, je l'ai fait à l'Ultra Music Festival de Miami. Carrément. Ouais, ouais. Et j'ai menti, du coup, coucou les profs, que j'avais été dans une salle de concert pour faire ingénieur du son, et c'est pas du tout le cas. Du coup, j'avais déjà ce projet-là qui marchait pas mal, et c'est vrai que c'était un peu perturbant de vivre un peu. Tu vois, la veille, je pouvais faire. Enfin, je prenais beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à pouvoir faire danser des gens quand j'étais sur la scène avec ma sœur. C'était vraiment une extase, une passion folle, quoi. Et le lendemain, je me faisais défoncer la gueule au collège, quoi. Donc c'était vraiment un contraste extrêmement énorme entre le paradis et l'enfer, quoi. Donc c'était très formateur, mais à la fois très déroutant. Et je pense que ce genre de choses-là qu'on vit, on doit les régler sur le long terme, quoi. Oui, oui. Ça laisse des cicatrices qui prennent énormément de temps à se refermer. Et c'est vrai que certains traumas de l'enfance, des fois, on pourrait penser qu'on passe juste l'éponge, mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Avant d'en arriver justement à ce groupe-là avec ta sœur, ça marche très bien. C'est une question peut-être débile que je vais te poser, mais est-ce qu'on arrive à en parler du fait qu'on est harcelé pendant tout ce temps-là? Ou est-ce que des fois, tu parles d'introspection, est-ce qu'on pense qu'on est coupable et qu'on le mérite pour quelconque raison? Pour le fait d'en parler, les profs étaient grave au courant, hein, quand même, qu'il se passait ce genre de choses-là. Sauf que si on se remet dans le contexte, les professeurs, ils ont les élèves tous les jours, enfin, ils doivent s'occuper des élèves tous les jours. Donc, en même temps, c'est pas, en prenant énormément de recul, hein, peut-être que je vais en choquer certains, mais je pense que c'est pas non plus une situation facile pour eux de savoir que ils vont s'engager émotionnellement sur des causes qui ne détiennent pas, enfin, entre leurs mains, quoi. C'est quelque chose, enfin, l'impuissance par rapport au harcèlement, c'est un énorme sujet. Donc, je vais pas extrêmement entrer là-dedans forcément, mais je pense que c'était aussi compliqué pour moi d'en parler avec mes parents parce que je savais que mon père, s'il savait ce qui se passait, il allait tellement être en rage que je pouvais pas lui faire confiance sur le fait qu'il allait pas choper les gosses dans la rue pour, Ouais. pour leur faire harceler, quoi. Ouais. Donc, c'était aussi pour protéger mes harceleurs aussi. Dans l'autre sens. Et protéger ton père aussi, du coup. Ouais, un petit peu aussi. Donc la police, tu vois. Ouais. Et quand tu arrives du coup au collège et tu commences à créer ce groupe-là avec ta sœur, comment elle se passe cette collaboration fraternelle? Et en quoi tu penses que ça vous a boosté et vous a propulsé aussi le fait d'être frères et sœurs? Bah en fait, on commençait à faire des petits duos en violon-violoncelle quand on était gosse, donc c'est venu vachement rapide, enfin naturellement. Et du coup, bah, quand on composait, moi déjà de base, je faisais tout ce qui était instru, mais ça s'est fait très facilement. Je faisais les instrus, j'ai dit à ma sœur, viens, vas-y, essaie de chanter. Elle a dit, oh, c'est cool. Franchement, le storytelling est pas ouf, hein, Ça se faisait mais comme c'est ça. très très naturel, et je pense que c'est ça la vérité, quoi. J'ai très peu de souvenirs, je t'avoue, de comment ça s'est fait. Mais je sais que, en tout cas, la collaboration familiale a été vachement saine et tout. Et c'était juste un peu de pression à vivre au quotidien avec ce partenaire familial et partenaire professionnel aussi. Quand justement on avait un entourage de pros qui veillait un peu sur nos faits et gestes, tout ça. Donc c'était assez déroutant. Et c'est d'ailleurs pour ça que le projet s'est arrêté à la fin, parce que ma sœur kiffait plus du tout cette pression. Et surtout, tu vois, le faire de faire vachement d'attentes entre les concerts. Enfin, on pourrait croire que c'est carrément comment dire, des choix de luxe, mais finalement, c'est ça qui joue beaucoup sur l'aspect lucratif. Ludique, pardon. Musique, ouais. Non, c'est clair. C'est clair parce que on se retrouve des fois à un moment où notre instinct ou quelque chose au plus profond de nous nous dit c'est pas ça que tu veux, ou pas, en tout cas pas comme ça. Et Ouais. on arrive à se retirer. C'est quoi le plus grand festival que tu as pu faire, et dans quel état émotionnel ça t'a mis de pouvoir jouer devant autant de personnes? Parce que t'es quand même ado, t'es quand même limite pré-ado,
et tu fais des concerts avec des milliers de gens l'image est déroutante, mais le lendemain, tu retournes à l'école et tu es victime de harcèlement. Dans quel état émotionnel tu te retrouves quand tu vas jouer devant ces personnes-là? Bah, à l'époque, alors pour répondre, le plus gros festival que j'ai pu faire, c'était quand j'avais 16 ans, c'était à Coachella. Ah ouais? Et du coup, à cette époque-là, j'étais au lycée. Et le truc qui était assez bizarre, c'est que à l'époque, franchement, enfin, je suis arrivé dans le lycée où les gens me connaissaient déjà de base, parce que le projet était assez connu. Oui. Et c'était vachement déroutant d'avant trembler parce qu'on était harcelés au collège et de voir des personnes trembler parce qu'ils nous voyaient au lycée, qu'ils étaient fans de nous. Donc c'était peut-être que ça paraît vachement fou ce que je dis, mais c'était très bizarre pour moi de vivre ça. La première journée de lycée que j'ai fait, je vais dans les couloirs, je crois que j'allais en anglais, je sais plus quoi, et j'entends derrière moi Enguerrand, merde. Et je vois une fille courir vers moi en tremblant et tout, et c'était assez bizarre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Il y a quelque chose que je pense que la plupart des gens n'arrivent pas à vivre. Comment on se prépare quand on va monter sur scène et qu'on sait qu'il y aura ce grand shot d'adrénaline qui va traverser notre corps? Alors ça déjà tu le sais pas, et en fait malheureusement j'ai été anesthésié à ça très jeune, Ah, parce que en fait on a eu un père qui nous a très coaché, beaucoup trop coaché, un peu à la Jackson 5, tu vois. Donc oui, c'était très hard. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que du coup on était tellement préparés, pas à vivre des émotions mais à les trop dur. maîtriser, Mhm. qu'en fait on les vivait pas du tout en ayant forcément du plaisir. Mhm. C'était plus de la satisfaction par rapport au taf qui a été bien fait, plutôt que ok, là je vais me prendre un shot de dopamine, ça va être trop bien, ça va être mes 3 quarts d'heure de scène que j'ai tant attendu pendant la semaine. Mhm. Non, en fait, même au niveau des interviews, on avait des feuilles, etc., pour vraiment apprendre tout ça par cœur, et c'était vraiment ça se fait encore beaucoup aujourd'hui, ce genre de concept. Mais du coup, tout ça, ça fait que j'étais vachement robotisé dans ma tête, quoi. Mhm. Tous mes faits et gestes étaient analysés par mon père et tout, et c'était comment dire, au moment où on doit vraiment se découvrir en tant que personne, se développer dans l'adolescence, dans la préadolescence, tout ça, bah en fait c'est un frein énorme. Mhm. Donc c'est quelque chose que j'ai dû vivre tout seul quand je suis parti du lycée. Parce que du coup, à partir de cela, je suis resté 2 ans enfermé chez mes parents, genre vraiment exclu de euh, tout cercle social. Vraiment, je ne voyais plus personne. Pour te dire, les seuls moments où je voyais des gens, c'est quand j'allais aux courses. Et Ah ouais. tellement j'étais heureux de partir aux courses que je m'habillais comme si j'allais en soirée, tu vois. Donc j'étais le seul dans le fucking Intermarché à être habillé comme si j'allais en soirée. C'est un truc de ouf Et quand même. ouais, j'étais accompagné de ma mère et tout. J'étais trop content de prendre mes gnocchis poêlés, de faire le soir avec un peu de crème fraîche et de mettre du curry, tu vois, et du fromage. Franchement, j'ai eu des périodes de découverte gustative où tu vois, il y a une époque, franchement, je buvais, tu vois, ici H24, je mangeais des pizzas tous les jours, j'ai fait des gros yo-yo en termes De de schéma poids. corporel. Ouais. Et du coup, donc ouais, j'ai vraiment essayé d'apprendre à connaître la personne que je suis. Ça se lance. Et avant ce nouveau départ où, pendant cette période où t'es chez toi, chez tes parents, je pense qu'il y a une période aussi un peu dure. On est au fond du trou avant de pouvoir repartir, de faire cette introspection, d'en savoir plus sur soi. T'as évoqué un truc qui est hyper important parce que moi, toi, tu en parlais justement de ce point de vue musique. Moi, je suis plus proche du monde du foot, entre guillemets. J'ai vu plein de jeunes, de parents, de papas même, qui avaient un petit talentueux et qui l'a amené, enfin, qui était déjà très séquencé. On va faire ça pour que tu sois pro. Et on voyait déjà que le petit s'amusait plus. C'était devenu un métier. Et souvent, en fait, je me suis rendu compte en essayant justement d'analyser parce que je me dis que ce papa-là, il veut pas nuire à son enfant. Il sait que s'il continue à s'amuser tout en gardant une certaine ambition, il peut y arriver. Mais je pense que les gens ont tendance à dire que il vit son rêve à travers de son enfant. Mais en fait, moi, je pense que c'est parce qu'il s'investit trop que ça devient son rêve. Que c'est lui qui le vit, qui devient acteur, en fait. Parce qu'on a ce cerveau-là. C'est pour ça quand on regarde un film, on commence à avoir peur pour la personne ou quelque chose. Parce que quand on regarde quelqu'un, notre cerveau, il le traduit comme si c'était nous En qui fait, étions c'est une ensemble. projection.
Exactement, le une père se projection crée en de même ouf. temps du rêve de l'enfant, quoi. Bien sûr. Exactement, exactement. Et est-ce que tu penses que c'est toi ça qui t'est arrivé dans Ah cette ouais, période-là? exactement. En fait, dans la période de la montée, le succès, etc., et jusqu'à la fin de ce projet-là, ouais, ouais, clairement, ça devenait tellement à part entière. Mon père venait avec nous aux États-Unis, au Japon, quand on devait jouer, etc. Donc il était toujours là. Après, là, on parle de ce que mon père, enfin, ce qui n'était pas très agréable chez mon père, etc. Mhm, Mais par mhm. contre, si mon père n'avait pas été là, ça c'est une chose évidente, le projet n'aurait jamais autant marché, hein. Ouais, ouais. Parce que c'est pas moi, à ma hauteur De 12 ans. 1 m 45 à 12 ans, qui allait commencer à négocier des contrats chez Universal et Polydor. Ouais, ouais, Donc carrément. voilà, heureusement qu'il était là. Voilà. Après, évidemment, on fait pas des thérapies parce qu'on a été heureux, hein. Donc Mhm, on a besoin de digérer des choses parce qu'elles nous ont impacté à un nano-temps. mhm, Et on doit digérer tout ça. Donc forcément, là, on parle de ça parce que c'est ça qui va être constructif par la suite d'être dans la résilience. Et mhm, je suis vachement là-dedans. Mais du coup, faut pas oublier que mon père, franchement, s'il écoute aussi, j'y pense à ça, ça a été un gros moteur de développement mhm. professionnel. Pour tout ça. Et c'est vrai que c'est dans ces deux parties-là, justement, qu'on s'investit. Au final, on reste humain et on défend, qu'on essaie de faire tout très bien, qu'on peut faire certaines erreurs et la perfection n'est pas de ce monde. Quand tu sors, quand ta sœur sort du groupe, parce que tout ce qu'il y a dans l'industrie musicale, un côté en tout cas de cette industrie, ne lui convient plus et qu'elle se relance dans les études. Quelle est ta vision sur le moment où tu te dis, OK, je vais continuer seul ou te projettes d'arrêter? Euh, Tu veux dire, si je devais, enfin, j'allais pas remonter un projet qui avait le même nom, ça c'est sûr. Mhm, Euh, et il était important pour moi de clore ce chapitre aussi. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé Fontiac de base, parce que ça pouvait être un échappatoire, parce que dès que le projet s'est terminé, en fait, je me suis rendu compte que toutes les personnes que je côtoyais quand j'étais au lycée me parlaient plus, en fait. mhm, Et même le music business a fermé les portes directement, donc je me suis retrouvé vraiment pareil, hein, vachement entouré et d'un coup à la solitude. Donc ça a été vachement bien pour moi de me poser, de m'enfermer dans une chambre à composer, composer, composer. Surtout qu'il a fallu que je repense un autre projet, une autre identité. Donc c'est recréer un nouveau, ouais, une nouvelle ADN. C'est quelque chose de très chronophage, de très énergivore. Et peu de personnes y arrivent parce que c'est vachement dur, franchement. Et je suis heureux, je suis très reconnaissant du temps que j'ai pu m'offrir à consacrer à ce genre de choses-là pour parvenir aujourd'hui à avoir mon ADN. mhm, Mais c'est vrai que j'y ai pas cru au début. Je savais que c'était important que ce projet se termine, parce que ça commençait vraiment à partir en couille, mais j'étais quand même dans un certain confort de me dire, ok, je sais comment ça marche, je sais qu'on a un bel élément, on est frères et sœurs, on s'entend super mhm, bien, et les gens apprécient beaucoup le projet. Donc ça vaudrait pas le coup en fait de juste faire une pause et de revenir plus tard mieux, tu vois. mhm, Donc je me suis mhm. beaucoup posé cette question. Euh, et quand j'ai vu vraiment que ma sœur, elle chantait même plus sous la douche, j'ai fait genre c'est fuck. C'est mort, on fait plus, c'est bon. Ah, c'est fini. Et je me demandais du coup justement à ce moment-là où tu crées cette nouvelle identité, tu parles d'essayer de trouver une nouvelle ADN. Un nouvel ADN. Pour faire ça, je pense qu'il y a besoin aussi d'un renouveau sur le plan personnel. Est-ce que à ce moment-là, tu découvres un truc en toi? Parce que tu dis que bah, tu crois pas vraiment, mais tu te dis, OK, quand même, je vais essayer. Tu te dis, bon, ça se trouve parce que beaucoup de gens n'y arrivent pas, mais je vais quand même essayer. Tu parles de résilience. Est-ce il y a quelque chose au plus profond de toi, quelque chose comme un instinct qui se manifeste en ce moment et qu'est-ce que cette petite voix te dit? Bah en fait, ce qui est très perturbant, c'est que j'ai vécu des rêves avant de les rêver dans ma tête. Hmm. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, il n'y a même pas de petite voix, il y a que, ok, t'en es là aujourd'hui, il va falloir que tu te démontres que t'as pas vécu ça, enfin, que t'es pas illégitime d'avoir vécu tout ça, en fait. Hmm. Il faut que ce que tu as vécu, ça puisse être un marqueur, mais juste un premier pas. Le second pas, c'est la marche droite. Là, il faut que tu envoies du lourd. Donc, Hmm. c'est plus de OK, gros, te loupe pas, plutôt que OK, trop cool, vas-y, je repars à zéro, j'invente un nouveau monde et je peux être rêveur. Non, c'était Hmm. vachement dans le défi, beaucoup.
Et trop bien, parce que j'ai appris une chose de ces périodes-là, c'est que souvent quand on fait de la musique, on se dit qu'il faut, quand on veut avoir notre ADN, il faut qu'on pense différemment. Et Mhm. du coup, on se donne un mal énorme à réfléchir et à vouloir acter comme des personnes qu'on n'est pas. Mhm. Parce qu'on se dit, ok, telle ou telle personne est différente de moi, je m'inspire de ça. Et en fait, quand tu as tellement d'inspiration, au bout d'un moment, en fait, tu es perdu dans la personne que Mhm. tu es. Mhm. Et t'oses plus vraiment être dans une certaine radicalité de j'aime ou j'aime pas. Tu es toujours dans la nuance, t'es trop édulcoré en fait comme personne. Et je sais qu'au bout d'un moment, moi, mon acte de radicalité, c'était que je faisais pas mal d'électro, et du jour au lendemain, j'ai arrêté d'écouter de l'électro. Je me suis dit, ok, t'es un mec extrémiste, on te connaît, donc maintenant, il va falloir que tu agis de la sorte. Et ça, c'était un des plus gros services que j'ai pu me faire, parce que par la castration, j'ai pu trouver ma Mhm. singularité, quoi. Mhm. Et c'est fort la phrase que tu as dite quand même, de dire que tu as vécu des rêves avant même de pouvoir les rêver. Parce que justement, du coup, ça te singularise de ouf. Parce qu'il y a plein de gens qui entendent je vais rêver, je vais arriver à ce rêve, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors que toi, c'est un peu arrivé dans l'autre sens et forcément, tu penses du coup d'une autre manière, en tout cas, que le commun des mortels. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir justement parce que tu disais de prendre du recul sur certaines choses. C'est aussi sur certains schémas de réflexion que j'ai, moi. C'est vrai que ce cas de figure-là n'était jamais envisagé et ça creuse. Du coup, tu parlais de ta rencontre avec Arthur et vous vous retrouvez dans ta coloc à Lyon. Du coup, tu sors dans quand même une grande ville, dans une période où tu es un peu socialement frileux avec, C'est léger, c'est très bien dit, c'est léger. comment, avec quand même ce défi-là dans la tête d'y retourner, comment elle se passe ton intégration à Lyon et tes premiers mois, premières semaines à Lyon, Mec, c'était socialement? l'horreur. C'était vraiment l'horreur. En fait, je me suis rendu compte que même pour faire mes courses, j'étais tellement stressé de parler à des gens que je rougissais tellement que j'avais des larmes qui coulaient de mes yeux. Wow. J'étais mais une tomate quand j'étais vraiment mais perturbé, je tremblais, je bégayais quand il fallait juste dire que j'allais payer par carte, tu vois. Euh, donc c'était assez perturbant. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être comment dire, Arthur et moi, on s'est rencontrés très très peu avant de faire cette coloc-là. On s'est Mhm. fait beaucoup confiance Mhm. et, et on a eu la chance et on a eu cette lucidité-là de bienveillance aussi, qu'aujourd'hui, rien n'est déteint en fait de tout ça. Mhm. Parce on se respecte à fond, on a vraiment cette, comme je disais, bienveillance envers l'un et l'autre et c'est ça qui fait que notre amitié a pu vraiment s'en sortir par rapport à des périodes où moi je l'ai connu quand il était dans la galère avec sa startup, moi il m'a connu dans la galère de reformer un projet, de me remettre en question, en pleine anorexie mentale aussi, donc il m'a connu vraiment dans ces périodes-là. Il aurait pu être, comment dire, la personne qui allait dire ok moi j'en peux plus d'un mec dépressif, j'en ai marre d'un mec qui est en slip allongé sur un canapé dans le noir en écoutant sur son enceinte Bluetooth des sons de la mer. Il aurait pu dire ok je me casse, mais en fait il est dans un m'en foutisme qui l'a beaucoup servi à ce moment-là. Mhm. Et, euh, et du coup, on a vraiment forgé cette amitié très, très, très forte. Mais donc après, moi, il a fallu que je sorte de mon confort. De C'est-à-dire que ça, quand j'ai eu une rupture de contrat avec Polydor et Universal, j'ai pu vivre avec cet argent-là pendant une certaine période. Et à un moment donné, j'avais plus d'argent forcément. Et donc, mes parents m'aidaient un peu. Et en fait, là, j'ai vraiment vu à quel point l'argent dans la famille, ça dépend les familles, hein, je ne fais pas généralité, mais dans Mhm. la mienne, c'était compliqué parce que ça crée des tensions, des redevabilités, alors que redevabilité dans une famille n'est pas quelque chose qui devrait exister. On compte pas les points, Mhm. que ce soit en Mhm. amitié ni en famille. Donc, Mhm. donc j'ai senti ce truc-là, et là, j'ai dit à mes parents, je ne veux plus de votre argent du jour au lendemain. Je ne veux plus toucher un seul centime. Je savais que je me foutais dans la merde, Mhm. je savais Carrément. que j'allais galérer, et j'étais assez assoiffé de galérer, mais pas, un peu du masochisme, mais en fait j'avais tellement vécu des trucs avant que je me suis dit, ok, en fait, t'aimes bien vivre mentalement et corporellement des trucs qui vont être désagréables, mais qui vont te faire grandir. Mhm. Et donc, là, j'ai fait des petits tafs, j'ai fait des études, tu sais, les genres d'études rémunérées sur table ronde. Tu fais le client mystère et tout, donc Ouais. je gagnais un petit peu d'argent là-dessus. J'ai fait des études, tu sais, au niveau
comment dire, ils te font mettre une espèce de pommade sur les jambes, après ils t'arrachent les poils des jambes, et puis ils te font des tests, ça s'appelle Dermscan Mhm. à Lyon. Oui. Donc j'ai fait tous ces trucs là, et j'ai fait après coursier Deliveroo à vélo. Ah, Donc carrément. il est possible de faire coacher là, et quelques années plus tard faire coursier Deliveroo à vélo. Donc Le contraste est énorme. ouais. Et du coup, bah, c'était un peu galère. Je me suis fait voler mon vélo 3 fois. Donc, c'est toujours un peu frustrant quand tu gagnes de l'argent et que tu dois la remettre directement dans l'investissement de matériel. Mhm. Surtout quand tu as un taf, tu te dis, OK, Oui. je veux le meilleur matos. Donc là, tu prends le VTT à 400 boules et bim, il se fait voler. Mais je suis extrêmement reconnaissant de tout ce que j'ai vécu en tant que coursier à vélo. C'était vraiment dur. Bah Arthur pourra le confirmer si tu es là. Il me voyait le soir pleurer en hiver quand il pleuvait, quand il faisait moins 5 degrés et que j'étais sur le vélo. J'avais les mains qui bougeaient plus. Oui. J'avais même plus à ouvrir à clé ma porte Mhm. d'entrée. Donc c'était très très dur comme période. Mais par contre, ça m'a drastiquement endurci. Et le nombre de morceaux que j'ai pu composer sur un vélo est magique. Wow. Ça, quand même, tu parles tout à l'heure de masochisme à un certain niveau qui fait que tu te lances, tu dis à tes parents, je veux plus de votre faux sous. Mais c'est quand même une expérience mentale énorme d'être à vélo et de faire ça tous les jours. Justement, quand tu as ce background-là, d'avoir vécu tout ce que tu as vécu et te dire, OK, bah, aujourd'hui, pour arriver là où je dois aller, c'est ça qu'il va falloir, c'est par là qu'il va falloir passer pour y aller. C'est une expérience mentale, limite spirituelle de ouf, qui aussi booste ta créativité. Je me demande comment on peut composer sur un vélo. C'est un truc de ouf, non? Ah bah c'est tout con, je crois que j'ai encore les vocaux dictaphones sur mon téléphone, hein. Non. Et ouais, et je sais quels sont les morceaux que j'ai composés là-dessus. Mais en fait, c'est que bah, je m'amuse à faire de la beatbox de temps en temps. Du coup, Mhm. de temps en temps sur le vélo, je fais comme ça. Et là, je commence à avoir des idées d'accords. Et je fais avec mon dictaphone, avec vraiment le comme ça, tu vois, t'essayes de chanter Ouais. des trucs que t'es pas l'air d'un gros débile pendant que tu livres tes pizzas. Et du coup, bah ouais, après c'est juste que chaque du coup piste que j'enregistrais de mon dictaphone était représentée comme une piste sur mon ordinateur, sur mon Oui, logiciel. oui. Donc voilà, j'avais mes propres mécanismes. Mais ouais, en effet, c'était une période assez rude, mais par contre, enfin, franchement, ça me fait plaisir de pouvoir partager des expériences, de pouvoir rassurer des personnes aussi qui souhaiteraient se mettre dans Mhm. ces voies-là, Mhm. parce que c'est bien d'essayer de s'endurcir le plus rapidement possible Mhm. quand nos familles veulent trop adoucir nos vies. Mhm. Donc, enfin voilà, être indépendant, je pense que c'est la chose, c'était la target que je m'étais donnée, et aujourd'hui, c'était mon life goal à une certaine période. Mhm. Maintenant, voilà, j'ai changé. Comme le succès, ma vision du succès évolue aujourd'hui, mais voilà, je suis content d'avoir vécu tout ça. Et voilà, moi, j'en garde que des bons souvenirs de Deliveroo, tout ça. Voilà. Mhm. Non, c'est clair. Et j'entendais dernièrement un athlète qui disait un truc, peut-être que tu te reconnaîtras et peut-être que c'est de cette phase-là dans cette phase-là que tu passais, tu pourras me dire oui ou non. Et parce que tu arrives quand même d'une grande partie de ta vie où tu es porté un peu par tes parents, même dans cette phase de succès. Il y a ton père qui est un peu derrière toi, qui aide à ce que tout ça se passe, même si c'est ton talent qui s'exprime. Et ça, à ce moment-là, tu te dis, j'ai besoin de me prouver, pas aux autres, hein, mais à moi-même, que je peux le faire tout seul, au-delà Bah, de d'autres considérations. Mais en fait, ce qui est très bizarre, c'est que, évidemment, quand tu publies quelque chose, t'attends la considération des gens. Mais quand je crée, je suis mon pire ennemi. Oui. Je suis le mec qui va me dire, ok, mais gros, là, t'es sérieux d'aller à la facilité. Enfin, ouais, une certaine rigidité, mais finalement, c'est quelque chose qui est porteur. Mhm. Si j'avais pas ça, et ça, c'est mon père qui me l'a donné, hein, ce truc dès qu'il y a un petit truc à faire, c'est un enjeu énorme. Euh, et, et après, ça crée, pour le coup, alors ça en effet, par rapport à la productivité, la créativité, c'est quelque chose de génial, sauf qu'après, tu dépends trop, ça c'est un truc que j'ai vécu, du regard des autres pour ton estime personnelle. Mhm. Et, et ça, c'est quelque chose qui est
réglé à 3/4%. Oui. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui finalement, moi je pense que la clé là-dedans, c'est d'avoir, c'est pas de, comment dire, être le meilleur, c'est pas le travail, c'est pas ce genre de choses-là. Alors évidemment, ça c'est des bases, mais ça vient Mhm. pas être le sommet d'une pyramide. Moi, je Mhm. pense que ce qui est important, c'est d'avoir cette assurance et confiance en nous, quelque chose qui a développé. C'est pas, alors je sais que certaines personnes qui vont m'entendre là vont se dire, ok, mais moi j'ai pas confiance en moi. Moi, j'ai pas confiance en moi de base, hein. Là Mhm. actuellement, je suis pas quelqu'un qui a forcément confiance en lui. Mais disons que on a confiance en nous quand on commence à être préparé. Oui. Et c'est comme quand on va passer un entretien, c'est comme quand on va faire une conférence. Si tu es bien préparé, bah, tu pourras être dans l'assurance parce que tu Mhm. sauras quelle carte tu pourras tirer à tes moments. C'est pas de la maîtrise, c'est Oui. être agile le plus facilement possible. Mhm. Je pense que c'était Kobe ou Jordan qui disait que je suis confiant parce que je sais quel travail j'ai fourni quand il y avait personne à l'entraînement et que je me suis très bien préparé. En fait, Ouais. j'ai pas confiance en le futur. Je sais pas comment le match va se passer. J'ai confiance en ce que j'ai fait pour que ça se passe bien. Et je pense que ça rejoint un peu ce que t'as dit. Bah, le gros Euh, problème chez moi, c'est que j'ai beaucoup de mal à me rappeler des choses que j'ai pu faire. hmm, Et donc, même si j'ai fait coacher là, et tu vois, en fait, c'est pas le succès qui va te donner la confiance. C'est quand tu prends du recul, quand tu penses, prends le temps vraiment de te dire, ok, alors là, tu arrêtes de regarder un écran, là, tu penses un peu par toi-même, et tu fais un espèce de background de toutes les choses que tu as vécues, qui psychiquement, mentalement et corporellement t'ont fait quelque chose, et tu dis, ok, là, j'ai fait ça. Est-ce que je suis fier de moi? Est-ce que c'est quelque chose d'abouti, etc. Enfin, tu fais un peu ce questionnement interne, tu poses tes questions à toi-même, et là, tu commences à définir, à te rappeler des choses et à dire, ok, en fait, la confiance est tellement vue comme quelque chose de sous la forme de l'arrogance qu'on a tellement effectivement. peur de dire en fait non mais je sais ce que je vaux, je sais Oui. que je suis un très bon compositeur là-dedans et que j'ai ma propre voix, que je suis seul à faire ça. Il y en a qui vont croire que c'est de l'arrogance. C'est pour ça qu'il y a tellement de vidéos sur YouTube Oui. comment dire, des moments genre où Zlatan il a pu dire un truc que tout le monde, enfin que ça a renversé tout le monde, que le mec a l'air vachement arrogant, mais non, en fait, c'est juste que quand tu commences à comprendre ce que c'est vraiment que la confiance et être fier de toi, tu commences à comprendre comment ces Mhm. personnes-là parlent. Mhm. Et c'est ça, c'est des gros moteurs pour leur business et pour des bonnes inspirations pour les autres personnes aussi, hein. J'aimerais te poser une question pour fermer entre guillemets un peu cette partie-là. C'est quoi l'âme du projet Frontiac aujourd'hui? Là, pardon? L'âme, l'esprit, Ah. l'énergie. Bah, c'est de faire des choses qui m'éclatent au service des gens. De pouvoir rendre service au maximum, de pouvoir parler justement des choses que j'ai pu vivre qui peuvent paraître tellement trop, comment dire, trop personnelles ou trop indiscrètes. Je Mhm. m'en fous de ça. Moi, Mhm. j'ai vraiment aucune limite par rapport à ma vie personnelle, intime, etc. Je sais que c'est que c'est beaucoup plus un levier pour certaines personnes de comprendre des histoires dans leur entièreté plutôt que de leur donner un bout Mhm. pour les inspirer faussement. Mhm. Donc moi, je désire partager au maximum des valeurs constructives, de toujours. Enfin, j'écris aussi, j'ai une Mhm. petite philosophie que je développe à l'écrit depuis pas mal de temps, qui parle justement de cette vision que j'ai de la vie et comment je vois les rapports avec les gens, Mhm. comment je vois les rapports avec l'art en général. Et, et en fait, c'est de pouvoir donner un retour d'expérience le plus tôt possible. Enfin, je sais pas. Mhm. En fait, à une certaine période de ma vie, je voulais pas rendre service. Mhm. Parce que je me disais, ok, j'ai tellement pas l'impression d'être unique que je veux Mhm. tout garder pour moi. Oui, Pour être oui, sûr que personne ne soit, comment dire, une parodie de moi-même. oui. Bon, j'ai fait certaines choses dans la musique. J'ai partagé certaines choses à des artistes qui sont vachement connus et qui finalement bah, te reprennent des trucs. Mhm. Donc ça, j'ai commencé à apprendre, de pas trop Mhm. parler aussi des projets, Oui. de pouvoir un peu fermer sa bouche de temps en temps. Euh, et du coup, non, franchement, l'âme de Fontiac, c'est plus... Fontiac, en fait, c'est un projet musical, mais
c'est vraiment un multipotentiel. C'est-à-dire qu'il y a la musique, mais la musique, c'est un vecteur parmi Oui. énormément de choses. Je sais que je suis. Enfin, le truc, c'est que je suis pas qu'un musicien. Depuis que je suis gosse, je fais des effets spéciaux en visuel, etc. Je suis fasciné par tout ça. Et le fait d'avoir le terme Fontiac aujourd'hui, ou que ce soit en mon propre nom, c'est juste un vecteur pour partager des choses qui m'inspirent et qui, j'espère, pourront inspirer les gens. Mais d'ailleurs, sur le mot inspirer, c'est ouf. Comme ça paraît, peut-être que je me fais ma propre introspection en pleine interview, mais c'est vachement perçu comme quelque chose d'arrogant, le fait de vouloir inspirer les gens. Ah oui. Et merde, enfin c'est genre, est-ce que tu veux juste dénigrer les gens en fait? Tu veux faire l'opposé? Non. Stop quoi. On peut rendre service, donc faisons-le quoi. Chacun à son échelle et c'est pas parce qu'on attend d'être Elon Musk pour pouvoir inspirer les gens. On vit chacun des choses dans lesquelles on apprend des leçons. Et tu dis un truc hyper puissant. Tu dis que tu te mets pas de limite par rapport à ce que tu veux partager, parce que justement tu veux pas inspirer faussement les gens. Et c'est fort parce que il y a Deion Sanders, j'ai écouté un podcast qui s'appelle I Am Athlete, qui est un ancien joueur de football américain, qui disait faites attention à qui vous appelez vos rôles modèles, parce qu'il y a plein de modèles qui sont là en train de jouer des rôles. Et je trouvais ça hyper fort, et ça rejoint un peu ce que tu as dit, parce que tu dis je pose tout parce que j'ai pas envie de vous mentir en fait. Ouais. Et c'est, mais tu sais, le fait d'être inspiré par des gens, rien que là, on vient de se rencontrer, mais tu m'inspires par le fait que tu sois vachement à l'aise avec des inconnus, etc. C'est pas forcément quelque chose que j'ai tous les jours. On a nos phases, tu vois, dans la vie. Et nos phases, c'est vachement perçu comme quelque chose d'enfantin. Donc quand t'es pas très à l'aise, mais vachement à l'aise à un moment donné, on se dit, putain, le mec est instable et tout. Non, arrêtez. Mais du coup, oui, je trouve ça inspirant de pouvoir justement avoir ce lâcher-prise. Et voilà, donc il y a plein d'occasions d'être inspiré par des gens et il faut pas les limiter, ces occasions-là. Non, je suis carrément d'accord et merci beaucoup pour ce petit compliment. On arrive sur dernier segment de cette discussion. J'aimerais te poser des petites questions rapides. C'est qui la personne qui a eu le plus d'impact sur toi? Franchement, Arthur. Ah ouais, carrément. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas une relation d'amis avec lui. C'est plus mon grand frère. Qu'est-ce qui t'a le plus déçu dans l'industrie musicale? Oh bah franchement, c'est du jeu de rôle. Et encore une fois, c'est le peu d'honnêteté et le peu de vérité, parfois. Et j'ai rencontré des gens qui sont exceptionnels, avec qui je suis toujours en contact, mais il y en a peu avec qui je suis en contact. On a peut-être, ça se compte, il y a peut-être 3 personnes. Et à l'opposé, c'est quoi la chose que tu as plus aimé dans cette industrie? Bah en fait, je suis quelqu'un d'extrémiste, donc en fait, et mon but, c'est vraiment de réunir les dualités en unité. Et donc, l'industrie musicale est vachement dans l'extrême. C'est-à-dire que tu es confiné chez toi à taffer tes morceaux, et du jour au lendemain, bah, tu es sur une scène, et puis il y a des gens qui jumpent devant toi, tu es devant 40 000 personnes. Et en fait, ce truc, c'est plus un ressenti personnel de ce que tu vis, plutôt que du concept de l'industrie musicale, qui m'a plus fasciné. Et après, il y a un truc vraiment dans l'industrie, c'est que voir des gens se mettre autant à fond sur un projet qui ne viennent pas d'eux, de se créer une attache très ancrée dans leur veine et tout, ça c'est quelque chose de dingue quoi. C'est fou. Et la dernière, c'est maintenant que tu t'es pressé à l'exercice, qui aimerais-tu voir nous raconter son histoire sur le podcast? Et ça, c'est la grande question. Bon, déjà, je vire l'option Arthur parce qu'il est déjà passé avant. Et shotgun. À ma sœur. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. C'est quand même fou comme histoire parce que c'est assez exceptionnel. Ça sort de ce qu'on voit un peu tous les jours et qui fait que, c'est à un moment, j'ai eu ce petit bug-là, c'est ouais, parce qu'on pense pas pareil, parce qu'on n'a pas vécu les choses pareilles. Il a vécu ces trucs
ses rêves avant d'avoir le temps de même les rêver. Et ça a fait qu'on réfléchit différemment. Et de voir tout ce que tu as appris pendant les creux de la vague, c'est là où on prend le plus de leçons et de maturité. Donc, encore une fois, merci pour ton temps. Je te laisse le mot de la Boubacar, merci fin. beaucoup, hein, enfin, je voudrais te remercier parce que c'est génial. En fait, ce que j'avais dit avec Arthur, c'est qu'il m'avait dit qu'il a passé un super moment aussi. Et c'est ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a énormément pareil, t'es quelqu'un de gentil, mais t'es pas quelqu'un de naïf et niais. Non, t'es la gentillesse affirmée. Mm. Et c'est ça qui est vachement cool de pouvoir échanger avec des gens qui sont dans un échange en fait constructif d'énergie, quoi. Mm. Donc merci beaucoup à toi, Boubacar, et franchement, j'espère que ce podcast va défoncer. J'espère que tu auras plein de gens inspirants encore. Voilà, je ferai en sorte de pouvoir partager au maximum cette petite entrevue de nous les deux quand elle sera publiée. Et Yes. voilà, bon, en tout cas, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés aussi. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez n'importe quelle question. Mon Instagram, c'est là où je suis le Mm. plus actif, c'est @fontiac, Fontiac. Donc voilà, je suis vachement réactif à tous les messages et les gens qui me suivent, c'est mon entourage, c'est pas des fans. Voilà. Et je peux confirmer qu'il est hyper réactif. En 24 heures, on a pu monter tout ça, ce qui est très rare. La veille pour le lendemain, c'est quand même génial. Ouais, ce truc de ouf, la spontanéité.